à toutes et tous. Donc, Cyril Olivier, Laurie Barraud, nous travaillons tous les deux aux archives départementales, plutôt côté public, plutôt côté fonds. Nous travaillons pour des raisons diverses et variées sur la Seconde Guerre mondiale l'un et l'autre. On va vous faire une présentation des ressources que l'on peut trouver aux archives départementales de la Gironde, mais pas que, pour ce qui me concerne en tout cas, sur ces sources et comment les appréhender. Donc je vais parler en premier et puis après je laisserai la parole à ma collègue qui vous présentera un petit peu le travail sur les fonds. Alors pour traiter de cette confrontation des sources individuelles qui sont produites pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai pris pour point de départ qu'on allait aborder des sources qui sont très très différentes des sources traditionnelles, fondements d'un travail généalogique, qui sont les sources essentiellement produites par les services fiscaux et des finances, qui sont des sources exhaustives, régulières, neutres, ce qui n'est pas le cas du tout des sources que je vais aborder. Alors, la période de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation allemande et du gouvernement de Vichy, c'est une période de crise, évidemment, qui se double d'un régime autoritaire. En termes archivistiques, ça a pour conséquence la production de sources très abondantes et de sources individuelles très abondantes, particulièrement spécifiques, des sources individuelles qui sont liées à la surveillance, à la répression, mais également, ne jamais l'oublier, au projet de société que veut impulser le gouvernement de Vichy pendant cette période, d'où cette illustration que je trouve assez emblématique. C'est une exposition qui a eu lieu aux Archives nationales il y a une dizaine d'années, avec cette affiche. Ces sources impliquent, sont des sources qui provoquent un contrôle des individus, sont propres au régime autoritaire, et ce ne sont pas forcément des sources qui vont être sollicitées aujourd'hui dans des quêtes mémorielles. Vichy, comme les Allemands, fiche un grand nombre de catégories, ou en tout cas produisent des sources individuelles sur un grand nombre de catégories. Alors cette production de sources diverses et variées, elle n'est pas propre à ce contexte. On va la retrouver dans d'autres périodes de crise que Vichy, sur d'autres régimes autoritaires, avec toujours une attention à l'individu déviant. Déviant des normes imposées. Alors ici c'est facile, hein, des normes imposées par les autorités d'occupation ou par le projet de révolution nationale. Vous voyez sur ce document de propagande, hein, quelle est la norme et quelle est la non-norme. Hein, voilà, avec la maison qui va bien et la maison qui ne va pas bien du tout. Alors, je disais, on les retrouve à d'autres périodes, dans d'autres contrées. À d'autres périodes, en France, le Second Empire est une période de grosse production également de sources répressives. Mais on pourrait renvoyer au régime que l'historien hongrois François Faytou dénommait les démocraties populaires, hein, ces pays d'Europe de l'Est, qui, lorsqu'ils se sont ouverts à la fin des années 80, on a découvert énormément de sources permettant d'écrire des histoires individuelles de la surveillance. Donc concrètement, il s'agit d'une production de sources de catégorisation, de surveillance, de répression également, des sources partiales, à la différence de l'état civil, irrégulièrement produites, à la différence aussi de l'état civil, et surtout irrégulièrement conservées, notamment du fait de l'enjeu politique qu'elles peuvent représenter a posteriori, on y reviendra. Ce sont des sources administratives, des sources de police administrative. Alors évidemment, ces sources intéressent les historiens et les généalogistes du coup, et la société depuis longtemps, mais on voit un intérêt manifeste récemment qui révèle en quelque sorte une demande, un intérêt social partagé peut-être. J'ai trouvé deux exemples rapidement, mais il y en aurait bien d'autres. Donc, dans la dernière livraison, je crois, de la revue française de généalogie, un dossier sur les réfugiés espagnols. Et puis, plus universitaire, la dernière parution du Mouvement social, une revue historienne, qui consacre l'entièreté de son volume aux Invisibles de la Résistance sous la direction de l'historienne Claire Andrieux. L'interrogation individuelle a posteriori de ces sources, elle est très délicate. C'est ce que je veux vous montrer. Elle est souvent troublée, brouillée par le fil du temps, les avatars, les errances de la mémoire, avec un grand thème.
et puis la succession d'événements politiques, d'évolution de la société qui nous séparent de ces événements. Il est également possible, pour expliquer un petit peu pourquoi cet intérêt, de relier cette interrogation individuelle à un mouvement historiographique qui est relativement récent, alors relativement récent au sens archivistique, à la suite des travaux prosopographiques d'un historien anglais qui s'appelle Edward Thompson, qui a publié un livre fondateur sur la classe ouvrière anglaise en 1963, mais il a été traduit en France qu'en 1988. Et aussi, après la diffusion auprès du grand public des méthodes de la micro-histoire, qu'on appelle aussi micro-analyse ou analyse par le bas maintenant, j'aime bien le terme de micro-histoire. Je pense notamment à l'article programmatique de Carlo Ginzburg, Sintraspist, qui avait été traduit dans le débat en 1980. Je vous encourage à le lire si vous ne le connaissez pas, ainsi qu'à ses suites nombreuses. J'y ajoute enfin, pour épaissir un peu, vous allez voir, je ne vais faire qu'épaissir le problème, un apport plus récent de certaines formes d'intersectionnalité pour appréhender ces parcours en creux, comme pour analyser l'absence de référence sur certaines catégories. Alors, cette histoire, cette interrogation des sources individuelles, elle est troublée, brouillée par la finalité de la recherche, qui est généralement entreprise. Aux archives départementales, je ne vous l'ai pas dit, mais je coordonne un bureau qui reçoit les demandes des usagers, donc demandes de recherche, et on voit bien dans quel intérêt les archives sont interrogées sur ces parcours individuels. Bien souvent, s'agissant de la Seconde Guerre mondiale, on recherche une victime ou un héros, ou les deux d'ailleurs. Et cet enjeu mémoriel, il influe, conditionne l'appréhension de ces sources. Alors je vais citer deux écueils du héros et de la victime. Parmi les écueils les plus courants, alors ce que j'appellerais le fantasme du pire dans la victimisation, en fait on recherche un individu qui a nécessairement connu la pire des situations pour en faire une victime acceptable. Alors je renvoie à l'ouvrage qui est un roman mais qui est une enquête de Javier Cercas, L'imposteur, sur un parcours mémoriel très intéressant. L'autre écueil, c'est l'héroïsation par proximité. L'héroïsation, alors c'est très connu, une théorie très connue des scientifiques fondamentaux, la proximité, c'est-à-dire que l'individu que l'on recherche a forcément dû connaître le même parcours qu'un autre individu qui lui est très proche, et ça peut donner des choses très troublantes, alors très bien exploitées par Jean-François Degnaud puis Jacques Audiard dans Un héros trait d'extrait. Mais pour donner un exemple girondin, on a l'exemple de Gilbert B, je ne veux pas le nommer, ça ne sert à rien, fusillé à Souges, camp de Souges, le 21 août 1944, fusillé par les autorités allemandes, inhumé à Martignas, avec plein d'autres victimes, honoré dans les commémorations pendant une vingtaine d'années, jusqu'à temps que des chercheurs se rendent compte que c'était un membre de la Hauskappel, qui est une section française qui travaillait avec l'ESD, et que c'était un collaborateur très acharné. Donc évidemment, de 257, on est passé à 256 fusillés. Il ne fait plus partie des commémorations. Alors, sans compter que parfois, la violence des conditions de l'occupation a pour conséquence de laisser aucune trace. Ça, c'est aussi un écueil auquel il faut se préparer quand on travaille sur les sources de la Seconde Guerre mondiale. On peut ne rien trouver. Par exemple, on ne sait pas grand-chose d'Israël Karp, qui est le premier fusillé au camp de Souges à Bordeaux. D'après certains historiens, le premier fusillé de France. Mais bon, ça, c'est toujours un concours qu'il est prudent de ne pas mener. Il a été arrêté à la gare pour un comportement suspect, fusillé le 27 août 1940 après avoir été condamné à mort par un tribunal militaire allemand la veille. On n'a pas grand-chose sur les faits, en tout cas des versions contradictoires. On ne sait rien de la condamnation, on a juste un placard de propagande, quelques échanges avec la préfecture où on le désigne on l'essentialise dans un premier temps, on le désigne le juif. Le juif est finalement fini par le nommer au bout de quelques échanges. Donc, dans cette période d'urgence commémorative, de mémoire obligatoire que l'on vit un peu, ça peut être une incompréhension doublée d'une forme de refus de complexité que de ne rien trouver à propos d'un parcours, d'un événement que l'on pense
dont on pense trouver les éléments facilement dans les archives. Alors, quelles sont donc ces différentes catégories qui font l'attention des services administratifs ? Ils sont réfugiés, communistes, ayant été arrêtés par les Allemands, nomades, résistants, collaborateurs, républicains espagnols. Mais là encore, ce n'est pas parce qu'un individu vous est désigné en 2025 selon une catégorie qu'à l'époque des années 40, il ait été identifié de la même façon. Je vais faire un petit bond en avant. Quand on a fait l'exposition sur mai 68 aux archives départementales de la Gironde, on a commencé par travailler sur des photographies de Sud-Ouest. Et avec des témoins, on a identifié les meneurs, comme on dit. Et ces meneurs, on avait leur nom avec des témoins. Aucun d'entre eux n'avait un dossier dans les archives. Aucun d'entre eux n'était fiché par les RG. Aucun d'entre eux n'était identifié par la police. En 68, il l'était après. Ce qui prouvait en creux que la police n'avait rien compris à mai 68, qu'il se contentait de surveiller des cégétistes qui n'étaient pas du tout la même catégorie que les étudiants qui tenaient la rue. Sur tous ces documents, il y a une catégorie, un fonds qui est plus efficace que les autres et dont on ne peut pas douter de l'efficacité, c'est le fichier des Israélites qui est entièrement conservé aux archives départementales. On sait quelle efficacité il a eu, donc lui, son identification, elle est assez claire. Donc, ne pas confondre les représentations de 2025 et celles de l'époque. Un républicain espagnol, désigné comme tel aujourd'hui, peut simplement avoir fui une zone de combat, sans pour autant avoir d'identité politique. On le voit malheureusement dans l'actualité qu'il est toujours courant de fuir des zones de combat. La notion de réfugié ne peut pas avoir le même sens que celle de l'administration. La notion de nomade aussi, elle évolue dans la période des années 40. Un dernier exemple, avant de passer à d'autres exemples, lors de l'inhumation des résistants qui ont été assassinés à Sokats le 14 juillet 1944. Les gendarmes qui arrivent sur place procèdent à l'inhumation des corps, décrivent les corps avec ce qu'ils peuvent trouver. Ils décrivent tous les corps, sauf ceux qui ont les cheveux frisés. Ils les désignent comme arabes et ils ne les décrivent pas. Représentation de l'époque. Bon, il se trouve que les deux qui ont été désignés ainsi sont les deux chefs du groupe. Et donc il a fallu moult tractations administratives pour qu'un an plus tard, le tribunal de grande instance de Bordeaux rétablisse l'acte de décès officiel pour qu'ils soient eux aussi reconnus morts pour la France. Et puis, ne pas oublier enfin, comme je le disais, sur l'absence de sources, que bon nombre sont restés clandestins et pour les catégories qu'on leur accorde, et c'est ce qui leur a sans doute sauvé la vie s'ils ont échappé à l'administration. Donc à chaque fois, confronter réalité, vérité, représentation des pratiques de surveillance, l'exhaustivité des sources, bref, une recherche qui se complexifie à mesure que les parcours s'épaississent. Une dernière difficulté, après je vous promets, je vous passe des exemples, l'interprétation des sources contemporaines de l'événement et des sources constituées a posteriori, c'est très important. Les sources contemporaines de l'événement, on peut leur accorder, voilà ce qu'on a accordé, mais les sources a posteriori, qui sont soit des sources de vengeance épuratoire, soit des sources de reconnaissance de titres, n'ont pas du tout la même fonction, alors déjà la même fonction administrative, mais dans notre quête historique, n'ont pas du tout les mêmes fonctions. Alors quelles sont ces sources, précisément ? On va tout de suite se débarrasser du problème des sources allemandes. On a un fonds ici, le fonds des relations avec les folles commandantours, Laurie vous en parlerait bien mieux que moi, 45W, qui mérite d'être sollicité lorsqu'on entame une recherche. En revanche, on n'a pas de registre de l'emblématique quartier allemand du fort du A. On ne l'a pas. On a d'autres catégories, mais pas celui-là. Et puis, on a un versement de dossiers individuels à propos des moteurs d'avion BMW. Alors, pour celles et ceux que ça intéresse, 91 liasses, côté 66W. Voilà, bien sûr écrit en allemand, je ne sais pas trop ce que ça fait là. Donc, plus sérieusement, je vais vous citer pêle-mêle des fonds avant de vous donner 3 exemples de recherche. Vous allez voir la grande diversité, l'éventail des possibles. On conserve les fichiers et dossiers du service des réfugiés en 34W, fichiers et dossiers du service des Israélites, 44W, fichiers et dossiers de communistes, fonds de la préfecture, des arrestations allemandes, fonds de la préfecture,
Commission consultative d'internement administratif, commission de vérification des internements administratifs, Laurie va y revenir, préfecture et commissariat de la République. Sur les étrangers, on a le fonds du service des étrangers de la préfecture de la Gironde, les dossiers de naturalisation, les dossiers de carte de séjour, les recensements. Sur le travail volontaire, on a des fichiers également. Sur le travail contraint, alors là, c'est ce que je viens de dire, ce sont des dossiers constitués a posteriori, donc ce n'est pas la même appréhension. Un fonds remarquable du SRPJ qui couvre toute la période et bien sûr la période de la guerre, de l'ONAC. Sur l'internement, les registres d'écrou du Fort du Ha, les registres d'entrée et sortie du camp de Bordeaux-Bacalan, Mérignac, Beaudésert et Ésine. Et puis sur l'épuration, on a la fameuse liste Payol dans le fond de l'instruction du procès de Maurice Papon, le fond des cours de justice, le fond des domaines, des commissions d'épuration du comité départemental de libération. Mais le tribunal militaire de Bordeaux n'est pas ici, il est conservé par le service historique de la défense. Vous retrouverez également des ressources en ligne qui peuvent vous aider à faire des ponts ou à tisser des liens entre les deux. Le livre mémorial, Mémoire des hommes, la mémoire, le mémorial de la Shoah, et puis divers sites de camps de concentration et d'extermination nazie. 3 exemples pour terminer, qui sont tous issus de recherches qui ont été demandées aux archives départementales. Joseph Sorbet. Alors, Joseph Sorbet est arrêté le 20 octobre 1941. Il est suspecté, 20 octobre 1941. Il est suspecté d'avoir appartenu au Parti communiste. Alors, pourquoi il est suspecté? Il est membre d'un micro-parti qui a candidaté aux élections municipales de Mérignac, qui est identifié comme communiste, 10 ans avant. Bon, on perquisitionne chez lui, on ne trouve pas grand-chose, mais comme on est dans une vague d'arrestations des suspectés communistes, il est arrêté ces 2 jours ou une journée avant l'assassinat de Reimers d'un nazi sur les boulevards. Le 21 novembre, il est déclaré libérable par l'administration, mais il est maintenu. Le 21 mai 1942, comme il en a un petit peu marre d'être au camp de Mérignac et que sa famille réclame à manger, il décide de tenter de s'évader. Il est arrêté, transféré au Fort du Ha. C'est la mauvaise période, mai 1942, les Allemands ont repris la main sur beaucoup de choses. Quartier allemand, déporté au fort de Romainville, déporté Nachtrunnebel à Mauthausen, où il est gazé à l'été 1944. Alors ça, c'est un parcours très intéressant. Je vous montre 2 documents. Donc voilà, extrait de son dossier d'évasion dans le fond de la préfecture, extrait du registre d'internement. C'est un cas très intéressant parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait. Là, je vous ai décrit un parcours. Ça peut être le parcours d'un homme qui était au mauvais endroit au mauvais moment ou le parcours d'un héros dont on ne sait absolument pas ce qu'il a fait. Et la recherche s'arrête là. Voilà. La famille n'a pas demandé de titre de reconnaissance à la Libération et d'autres résistants n'ont pas signalé sa présence dans des groupes, mais on sait que les réseaux clandestins peuvent être très cloisonnés. Marie-Louise M., on ne va pas la nommer parce que ça ne sert à rien, elle est condamnée à mort par contumace le 3 août 1945 par le tribunal militaire de Bordeaux. On découvre qu'elle est responsable de nombreuses arrestations de juifs et de résistants dans la région de Marmande. C'est un agent français des services allemands du SD. Donc elle a porté l'uniforme allemand et c'est pour ça qu'elle est condamnée par le tribunal militaire. Elle a été déportée en Allemagne parce qu'elle avait trahi un petit peu. Elle a essayé de rentrer avec les prisonniers. Elle est activement recherchée à Bordeaux. Elle répond à quelques convocations de la police avant de disparaître. Elle meurt en Argentine au début des années 50. Alors sur elle, on n'a rien. On n'a rien de concret pendant la période de l'occupation. Évidemment, elle travaille en lien direct avec les Allemands. On n'a pas le fond du tribunal militaire, donc on n'a pas son dossier de condamnation par contumace, mais je crois savoir qu'il est assez maigre. En revanche, comme le tribunal militaire n'avait pas de service d'enquête, c'est le SRPJ de Bordeaux qui a fait l'enquête sur son dossier, sur son affaire, et c'est là qu'on découvre tout ce que je viens de vous réciter très vite. Alors c'est une très mauvaise copie parce que c'est un microfilm. On n'a pas le fond papier de ce... Mais c'est en cours de numérisation, donc peut-être que la qualité va être un petit peu meilleure. Et je terminerai par quelque chose d'assez emblématique. Le cas de Joseph Carabassa, Bernardo Garcia et les frères Manuel et Joseph Luis Paquero. C'est une interrogation groupée sur le parcours de ces trois Espagnols, vous l'aurez compris. 3 parcours très intéressants qui vont vous montrer les fonds que l'on peut solliciter. Donc, ils sont arrêtés par la police française, remis aux autorités allemandes en octobre-décembre 1942, internés au quartier allemand du Fort du Ha, donc à partir de là, on ne trouve plus rien,
transférés à Compiègne en janvier 1943, d'où ils sont déportés à Sachsenhausen à la fin du même mois. Ils sont revenus. Alors, on les trouve identifiés par l'administration française dès l'année 40. Ils sont présents sur une liste, un état nominatif et numérique des réfugiés espagnols résidant à Bordeaux, établi le 25 juillet 40. Puis on les retrouve quelques temps plus tard dans une liste d'Espagnols rouges. Donc là, on a un extrait du Fonds du service des étrangers où l'un d'entre eux est présent. Ensuite, ils sont l'objet d'une enquête de la section des affaires politiques de Bordeaux, un dossier très important. Tous ont un dossier individuel et l'affaire qui va les mener à l'arrestation fait l'objet d'un dossier d'affaires. En fait, pour vous la faire très courte, c'est un groupe d'Espagnols qui noyaute l'hôpital allemand de Bordeaux et qui renseigne la résistance et qui permet la fuite ou le soin ou l'évasion des résistants qui sont internés ou soignés. Donc c'est vraiment un réseau très important. On les retrouve ensuite sur des listes de convois, partie de Compiègne. Je ne sais pas si je peux cliquer, si ça marche. Non, tu peux cliquer avec là. Voilà, donc le convoi est parti de Compiègne en 1943. Voilà, donc ça c'est une ressource en ligne. Vous pouvez les retrouver sur le site du Livre Mémorial. Donc c'est un transport important pour les Bordelais, hein, puisque c'est celui qui a transporté Guy Châtaignier et Georges Duroux. On les retrouve dans cette liste. Tu peux dérouler un petit peu. Voilà. Donc c'est une ressource en ligne qui est très très précieuse, hein, pour identifier des parcours. Voilà, maintenant si tu peux revenir au PowerPoint. On les retrouve également sur le site de Mémoire des Hommes et via Mémoire des Hommes sur un site du service historique de la Défense. C'est beaucoup plus fainéant, oui, ça. Sur le service historique de la Défense, où ils font l'objet d'un dossier d'homologation FFI. Voilà. Et puis, donc le temps que ça s'affiche, et puis on les retrouve enfin dans le fond de l'ONAC, où lorsqu'ils sont revenus, ils ont demandé des titres de reconnaissance de carte du combattant, de combattant volontaire de la résistance, et pour certains, des choses qui n'ont moins de lien avec la guerre, mais qui montrent une régularisation de leur situation administrative. On va les retrouver d'abord dans des cartes de séjour, dans des dossiers de cartes de séjour, puis dans des dossiers de naturalisation, où le parcours de ces personnes va prendre de l'épaisseur depuis leur arrivée en France jusqu'à la fin de la guerre. Voilà, donc tout ça pour vous dire que confronter ces sources individuelles, c'est confronter des récits réels ou fictifs, parce que parfois les archives, j'aime bien terminer par une sorte d'image d'Épinal comme ça, les archives racontent des choses qui sont forcément cachées ou troublées, des pratiques administratives de surveillance, de répression, mais surtout, hein, je pense que vous l'aurez compris, c'est se confronter à des parcours complexes, à des lacunes, bref, on fait de l'histoire, simplement, alors que la demande de recherche qui nous est faite est une demande individuelle qui réclame souvent immédiateté et des certitudes. Je terminerai juste avec une petite réflexion que j'aime bien dans cette salle. On a eu une conférence il y a quelques années de Johan Naba, qui est professeur d'histoire du droit, à propos du fichage. Et on s'interrogeait sur le paradoxe qu'il y a pour nous aujourd'hui à ne pas supporter d'être fiché ou identifié, alors que l'on voudrait bien que les sources sur lesquelles on travaille soient très efficaces en termes de fichage pour pouvoir avancer. Et alors même, triple paradoxe, qu'on a un outil de fichage dans la poche qui est sans doute le plus puissant que l'homme ait inventé. Je vous remercie et je passe la parole à Laurie. Donc je suis en charge d'opérations de classement. Et donc cette deuxième présentation, qui est consacrée toujours à la quête d'établissement d'une histoire personnelle, elle s'inscrit sous le prisme du classement. C'est un petit peu différent. Elle prend place dans le cadre d'une réflexion qui a été menée à la suite d'une opération de classement et de description réalisée cette année sur le fonds d'archives des camps d'internement de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce département, plusieurs camps d'internement ont fonctionné tant sous l'occupation qu'à la libération. C'est d'abord un camp de nomades en novembre 40 jusqu'au 2 décembre 40, puis un centre de séjour surveillé à Bacalan, enfin un centre de séjour surveillé à Mérignac-Beaudésert. Alors celui-ci est beaucoup plus connu, qui a fonctionné en fait entre 40 et 45.
et un dernier camp à Eysines, à la Libération, pour les femmes. Le fonds, il regroupe en fait 4 mètres linéaires, soit 113 articles, et donc de volume modeste. Et ces lieux, aujourd'hui presque disparus du paysage, dans ce contexte, nous vous proposerons une démarche permettant de repérer parfois dans d'autres fonds d'archives les documents permettant de redonner vie en fait, à ces hommes et femmes qui y ont été internés. Avant de plonger dans ces archives, il est nécessaire de comprendre le cadre dans lequel elles ont été produites, à savoir la procédure d'internement administratif. Les 12 novembre 1938 et 18 novembre 1939, les décrets-lois du gouvernement Daladier promulguent l'internement administratif à l'égard des étrangers et des individus réputés dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique. Cette procédure, conduite en dehors de toute instance judiciaire, par arrêté soit du ministère de l'Intérieur, soit du préfet, permet le transfert dans des camps spécifiques des personnes considérées comme potentiellement dangereuses pour le pouvoir. Le gouvernement de Vichy utilise l'internement administratif pour éloigner non seulement les opposants au régime, mais aussi les droits communs, les délinquants économiques. Les Juifs sont touchés progressivement par cette réforme. Elle concerne d'abord les étrangers, par la loi du 4 octobre 1940, puis les Français, à partir de, après la promulgation du deuxième statut des Juifs, donc je crois que c'est la loi du 2 juin 1941. Et enfin, elle se généralise à partir de 1942, devenant l'instrument en fait, d'une logique de déportation. De nombreux internés, ça il faut faire très attention là-dessus, sont également arrêtés et conduits directement par les autorités allemandes. La libération du territoire n'entraîne pas la fin de l'internement administratif, qui tient une place centrale dans le processus d'épuration. Il vise alors principalement les collaborateurs ou présumés tels. Pour comprendre l'organisation des camps d'internement sous le régime de Vichy, il est également essentiel de saisir les 3 niveaux de gestion mis en place. Au niveau central, les camps dépendent directement du ministère de l'Intérieur. Une inspection générale est chargée de vérifier leur bon fonctionnement et de proposer des ajustements. Ensuite, au niveau régional et départemental, les préfets sont responsables de l'application des directives du ministère. Ils exercent une tutelle administrative et financière et sont responsables des questions politiques et policières d'ailleurs, via notamment l'intendant de police de la préfecture régionale. En Gironde, le préfet régional à Bordeaux s'est réservé une partie des attributions du préfet délégué dans ce domaine. Le camp de Mérignac est un camp mixte divisé en 2 sections distinctes. Il y a d'abord une section politique, sous le contrôle de la section des affaires politiques du cabinet du préfet, qui rassemble les internés politiques et de droit commun. Et puis, il y a une section étrangers, sous le contrôle du chef de la première division de la préfecture, chargé de la police des étrangers. Chargé de la police des étrangers, qui regroupe les étrangers sous le coup d'un arrêt d'expulsion, mais aussi les individus arrêtés après avoir tenté de franchir la ligne de démarcation, ou encore la frontière espagnole, il me semble. Et puis des juifs, des condamnés pour marché noir, les filles soumises, ainsi que les ouvriers défaillants au STO ou à l'organisation TOT. Enfin, au niveau du camp lui-même, un directeur est nommé pour assurer la discipline, la sécurité et la gestion interne. Il est secondé par un gestionnaire qui s'occupe du ravitaillement et des finances et par un secrétaire qui est chargé, lui, du suivi de la population. La sécurité est assurée par des gendarmes ou des gardes civils en fonction du type d'interné. En archivistique, là on repart sur des choses essentielles pour ceux qui classent. Il est essentiel de ne jamais mélanger des archives provenant de 2 organismes différents, même si elles traitent d'un même sujet, afin de maintenir la valeur probante des documents qui demeurent dans leur contexte de production, d'éclairer les chercheurs sur la nature des sources, c'est-à-dire le cadre d'activité dans lequel ont été produites ces archives, et de permettre 2 types de recherches, sur le contenu des documents, mais aussi sur l'organisme qui les a produits. Seuls les documents issus des camps sont présentés dans l'inventaire qui vient d'être révisé. Ça, c'est important de le comprendre pour la suite. Vous pouvez visualiser cet inventaire en ligne sur le site des archives départementales de la Gironde. Il a été établi pour refléter le fonctionnement des camps,
en respectant les terminologies utilisées par l'administration de l'époque. C'est la rubrique du plan de classement intitulée « Population » qui se révèle particulièrement intéressante pour toute recherche nominative. Les autres rubriques permettant davantage de faire revivre les lieux à travers les archives de l'administration, de la comptabilité ou encore de la police des camps. Les archives de cette section concernent les registres retraçant les mouvements des internés. Voici une petite sélection de ces documents. La majorité des documents de cette partie du fonds se composent de registres de suivi nominatifs des internés. Dès leur arrivée au camp, en effet, le nom des internés est inscrit dans ces registres qui se divisent en 2 types principaux. Le premier ensemble comprend 15 registres organisés selon la date d'entrée au camp, avec une répartition souvent basée sur la catégorie des internés, reflétant la séparation géographique entre la section politique et la section étrangère. Malgré manque de continuité entre les registres, ceux-ci couvrent la période de novembre 40 à novembre 45 et contiennent diverses informations, nom, prénom, origine familiale et géographique, date d'entrée, de sortie, de transfert, d'hospitalisation et d'évasion. Le second ensemble regroupe 7 répertoires alphabétiques qui recensent les hommes et femmes internés, principalement à la Libération, dans les camps de Mérignac et d'Ezine. Malheureusement, contrairement à la majorité des fonds d'archives des camps situés dans d'autres départements, les fichiers et dossiers individuels des internés ne sont pas conservés dans ce fonds. Pleinement conscients de l'attente de nos publics sur la recherche nominative, nous nous sommes donc interrogés sur les moyens de pallier à cette absence. Là, vous voyez une petite fiche qui provient d'un camp en Indre-et-Loire, et le dossier, c'est le camp de Rouillé dans la Vienne. Notre démarche vise à vous montrer qu'il est alors indispensable de se tourner vers les fonds des services producteurs, en fait, ayant un lien direct avec l'internement et la gestion des camps. Il s'agit vraiment de comprendre quel est le rôle de chacun dans la procédure d'internement. Dans cette perspective, la logique archivistique nous a conduit à consulter d'autres fonds actuellement en cours de classement, ceux des services qui exercent la tutelle sur ces camps. Comme on l'a vu un peu plus tôt, il s'agit du cabinet du préfet, de la division qui est en charge de la police des étrangers, du service des affaires juives, de l'intendance de police, de la préfecture régionale de Bordeaux et le commissariat de la République, ainsi que ceux des autorités responsables elles-mêmes de la procédure d'internement. Donc le fonds du cabinet du préfet et du commissaire de la République pour la période de la Libération. L'objectif est désormais de publier des instruments de recherche complets pour chacun de ces ensembles. Ces inventaires permettront, à mon avis, de faciliter les recherches nominatives et de compenser en fait en partie l'absence de fichiers et dossiers individuels dans le fond des camps. Voici d'ores et déjà un aperçu des sources contemporaines aux faits, c'est important, je le signale, disponibles pour les principales catégories d'internés, ainsi que l'analyse de quelques dossiers. Ce sont des sources vraiment essentielles pour comprendre le profil des internés et aussi la complexité des procédures d'internement. Si vous recherchez un interné de la catégorie communiste, vos recherches doivent se faire dans le fond du cabinet du préfet, qui comprend 2150 dossiers individuels de présumés communistes, un fichier nominatif beaucoup plus complet, ainsi que des fiches anthropométriques. Un petit exemple. Voici l'exemple de Jean Conègre, ouvrier à Bègle, identifié pour son activité communiste dès février 1941, comme l'atteste sa fiche anthropométrique. Découvrons à présent le contenu de son dossier individuel, c'est le numéro 1612 chez nous. Le 8 juin 1941, il est arrêté, puis interné sur arrêté du préfet de la Gironde à la suite d'un acte de sabotage contre un poste de transformateur de la SNCF à Pessac. Dès le 10 juin 1941, Jean Conègre dépose une demande d'allocation pour sa mère, veuve et sans ressources. Ce document, visible à gauche sur la diapositive, éclaire sa situation familiale. Il vit en union libre avec une femme, veuve, ouvrière sans emploi, régulier, mère d'une fillette de 3 ans. Un avis favorable est rendu le 3 juillet 1941 au vu de la précarité de la famille. Après enquête, la commission consultative des internements propose sa libération avec assignation à résidence le 21 novembre 1941. Toutefois, le 24 novembre, la FEL Commandantour bloque la décision, exigeant un nouvel interrogatoire. Il y a une grève de la faim projetée dans le camp, aux visites de fonctionnaires présumés communistes et puis à la fuite de 2 internés. Interrogé début décembre,
Jean Koneck voit son refus de libération confirmé le 13 février 1942 par les autorités allemandes. Entre juillet et novembre 1942, sa mère et la mairie de Bègue multiplient les demandes de clémence et le préfet ordonne une nouvelle enquête lui-même le 10 novembre et un rapport favorable est remis le 19 novembre. Le 2 décembre, une proposition officielle de libération est envoyée au ministre de l'Intérieur qui donne son accord le 28 décembre, sous condition d'un engagement d'honneur et d'assignation à résidence. Il est libéré le 2 janvier 1943 et assigné à résidence à Bègle. Jean Koneck doit se présenter 2 fois par mois au commissariat et signe, ça c'est intéressant, une déclaration de répudiation de l'ex-parti communiste, ainsi qu'un engagement à s'abstenir d'activités politiques, document qui est visible à votre droite. Ces dossiers permettent ainsi de retracer de manière assez précise, malgré tout, le parcours d'un interné, illustrant à la fois les procédures administratives rigoureuses et les enjeux personnels liés à l'internement. On change de catégorie. Si vous recherchez un interné de la catégorie juif, vos recherches doivent principalement porter sur le fond préfectoral. La division chargée de la police des étrangers supervise la section, si vous m'avez bien suivi, où sont internés les juifs. Ces archives comprennent des listes d'internés, des dossiers individuels succincts, ainsi qu'un fichier nominatif incomplet. Si l'interné a été recensé en Gironde, comme l'a dit mon collègue Cyril, il est vraiment vivement recommandé de compléter vos recherches dans le fond du service des affaires juives de la préfecture. Sur ces diapositives, vous pouvez voir un document de Maurice Papon daté du 16 septembre 1942 qui fait état de l'internement des Juifs au camp de Mérignac. Alors, j'ai choisi un cas qui nous éloigne un petit peu de Maurice Papon et de juin 1942, puisqu'on est en 1941 cette fois-ci. Voici des documents qui sont conservés dans le fond du service des affaires juives. En 1940, la famille Strachung, qui est originaire d'Anvers, en Belgique, s'installe, après l'invasion allemande en Belgique, à la villa Marinette, à Arcachon. Max Strachung, naturalisé belge, déclare leur situation familiale le 30 décembre 1940, lors du recensement des Juifs. Leurs enfants, Denise, Cécile et Roger, sont belges de naissance. Denise, souffrant de tuberculose pulmonaire, bénéficie à Arcachon des soins nécessaires. Le 4 juillet 1941, la Feldkommandantur 529, c'est celle qui est à Bordeaux, ordonne en fait c'est la version vert de gris de la préfecture, ordonne le refoulement de 71 juifs résidant à Arcachon et La Teste, comme le montre le document à gauche de la diapositive. Le 15 juillet, Max, Henriette et Cécile et Roger sont arrêtés par le commissariat d'Arcachon et transférés au camp de Mérignac par la gendarmerie. Denise, malade, est jugée intransportable et reste donc à Arcachon. Le 26 juillet, les Strachung internés sont envoyés à Tours dans le cadre du 5e convoi de refoulement pour l'année 1941 depuis Mérignac. Depuis novembre 1940, l'occupant avait en effet instauré un statut très strict pour toute la côte atlantique pour des raisons militaires. Dès décembre 1940, ces expulsions visaient principalement les étrangers, parmi lesquels se trouvaient de nombreux juifs refoulés de Gironde vers Tours ou Poitiers. Ils sont à peu près plus de 2200 rien que pour décembre 1940. Un chercheur, M. Levendel, a récemment publié un ouvrage sur les juifs internés au camp de la Lande, en Indre-et-Loire, dont ceux refoulés depuis la Gironde, qui éclaire le parcours de la famille Strachung. Un rapport de l'Union générale des Israélites de France, conservé à New York, à gauche sur la diapositive, s'étonne de cette opération de refoulement, en raison notamment de la présence de Français et d'enfants en bas âge parmi les internés. Le 15 mars 1942, la famille est autorisée, en raison de leur santé fragile, à quitter le camp pour s'installer à Mont, toujours en Indre-et-Loire, avec pointage hebdomadaire. Mais lors de la rafle du 16 juillet, ils sont arrêtés et transférés à Angers, puis déportés à Auschwitz par le convoi numéro 8. Max et Cécile sont tués à l'arrivée, Henriette meurt 3 semaines plus tard, et Roger, 8 ans, est déporté en septembre et décède peu après. Les archives préfectorales, conservées chez nous, permettent de retracer le départ de Denise vers un sanatorium à Cambon-les-Bains en février 1942. Sa situation fait l'objet d'échanges entre les préfectures de Bordeaux et Bayonne. Sans nouvelles de sa famille et gravement malade, elle y meurt en mars 1943. Si la recherche est souvent complexe et sans doute plus fragmentaire, les archives conservées permettent néanmoins, comme ici, de reconstituer certains parcours individuels ou familiaux. Si vous recherchez un interné de la catégorie gens sans aveu, vos recherches doivent s'orienter vers le fond du cabinet du préfet,
qui contient 168 dossiers individuels et là aussi un fichier nominatif. Parmi ces internés figurent notamment des filles soumises, c'est-à-dire des prostituées, qui sont internées au camp de Mérignac à partir de juin 1942. Si vous recherchez un interné pour motif économique, notamment pour marché noir, vos recherches doivent également s'orienter vers le fonds du cabinet du préfet, qui contient des dossiers individuels. Par ailleurs, le fonds des camps comprend un répertoire alphabétique de ces internés, vous voyez une copie d'une page là, qui couvre la période de l'occupation et de la libération. Enfin, si vous recherchez un interné à la libération, vos recherches doivent s'orienter vers le fonds du commissariat de la République, qui contient 2847 dossiers individuels accompagnés d'un fichier nominatif lacunaire. Pour illustrer la richesse de ce fonds, on va examiner brièvement 2 dossiers individuels conservés dans cette série. Découvrons le contenu du dossier individuel de Simone Diaz, née Lacave. En juin 1940, la guerre fait prisonnier son mari, la laissant seule à Bordeaux avec leurs 3 jeunes enfants. Le 4 septembre 1944, peu après la libération de Bordeaux, Simone est arrêtée par l'inspecteur Carcot des forces françaises de l'intérieur et conduite à Mérignac. Le procès-verbal présenté sur la diapositive révèle qu'à partir de juin 1941, elle occupe un emploi de femme de ménage dans la villa du commandant du camp de Beaudésert à Mérignac. La fiche nominative d'état des salaires issue du fonds du service des réquisitions allemandes le confirme. C'est dans ce cadre, en octobre 1942, qu'elle fait la connaissance d'un sergent allemand. Une relation intime s'installe et ils vivent ensemble de novembre 1942 jusqu'au départ du militaire vers le front de l'Est le 20 août 1944. Simone est internée par arrêté militaire pour relation avec un membre de l'armée allemande. À cette date, ses enfants sont séparés d'elle. Elle a confié ses 2 fils à la garderie des sœurs franciscaines à Bordeaux, puis transférée à Beau-Tyran à cause des bombardements, tandis que sa fille reste chez sa sœur. Face à cette situation, plusieurs voix s'élèvent. Le 29 septembre 1944, la directrice du Secours national alerte « Les enfants revenus de colonie se retrouvent sans mère ni foyer, alors que leur père est toujours prisonnier en Allemagne. Les religieuses ne peuvent plus les garder. » L'enquête de police du 5 octobre décrit Simone comme une mère attentive, appréciée de ses voisins qui envoient régulièrement des colis à son mari prisonnier. Le 14 octobre, sur avis de la commission d'examen des internements administratifs, réunie la veille, le préfet de la Gironde fixe la fin de son internement à 6 mois. C'est le premier document sur la diapositive. Mais l'urgence familiale relance les échanges. Le 10 novembre, la supérieure des sœurs franciscaines rappelle que les 2 enfants ont été pris en charge par la garderie qui a fermé ses portes et qu'ils ont donc été envoyés en orphelinat. Le préfet insiste donc auprès du président de la commission d'examen, c'est le 2e document, et le 23 décembre 1944, à titre exceptionnel et en raison de la situation familiale, la commission accorde une mesure de clémence, dernier document. Simone Diaz est libérée avec assignation à résidence à Bordeaux. Voyons maintenant, et pour finir, un 2e exemple de dossier qui illustre la diversité des procédures d'internement à la libération. Là, je l'ai surtout choisi en raison des documents qui étaient présents dans le dossier. Voilà. Découvrons donc le dossier de Walter Schmidt. C'est un ressortissant allemand. Il arrive en France en 1940 avec l'armée allemande et est affecté comme soldat dans une unité auxiliaire de la douane militaire chargée de surveiller la ligne de démarcation. En décembre 1942, lors d'une mission, il est blessé par balle par un individu qui tente de franchir illégalement la frontière, puis hospitalisé environ 4 mois à l'hôpital militaire du Becquet à Bordeaux, où il rencontre une infirmière de la Croix-Rouge française qu'il épouse peu après, en décembre 1943. Par la suite, il est employé à la base sous-marine par les autorités occupantes pour l'organisation TOT, comme technicien constructeur à la firme allemande Paprot. Le 2 septembre 1944, Walter Schmidt est arrêté par le président du comité de libération de Codéran et interné au camp de Mérignac sur ordre du commissaire de la République, comme le montre le document présenté. Le 1er mai 1945, un rapport de police revient sur les activités de propagande de Walter Schmidt. Il affirme avoir été un militant anti-nazi de longue date, emprisonné plusieurs fois en Allemagne avant la guerre pour propagande communiste et appartenance à la franc-maçonnerie. Le dossier comprend 21 pièces et 12 tracts. Dès mi-1943, Schmidt s'engage dans une action clandestine de propagande anti-nazie. À l'aide de matrices en caoutchouc, il grave manuellement des tracts en allemand signés du pseudonyme Wesbe. Pour Walter Schmidt Berlin, mais aussi ça forme le mot Gep en allemand. Il les diffuse auprès des soldats et ouvriers allemands, notamment à la base sous-marine.
La production artisanale étant limitée, il entre en contact avec un membre de la résistance qui finance l'impression professionnelle de tracts tirés à 10 000 exemplaires. Schmitt est alors agent de renseignement et il évalue les réactions suscitées par leur diffusion. Le 23 octobre 1945, Walter Schmitt est libéré de son internement, mais placé en assignation à résidence avec obligation de rembourser ses frais d'entretien selon un arrêté du commissaire de la République faisant suite à l'avis de la commission de vérification des internements. Le 5 novembre, il doit résider à Laval. Le 6 novembre, il dépose une requête pour que sa famille puisse s'installer en Gironde. Le 26 novembre, un nouvel arrêté modifie son assignation. Il doit vivre au Pilat, puis le 14 décembre à Mios. Ces deux dossiers illustrent la complexité des mesures d'après-guerre et l'importance des archives pour reconstituer ces trajectoires individuelles. Pour conclure, ce graphique illustre, il est issu d'une analyse, il faut quand même que je vous le précise, des recherches effectuées par les internautes sur le portail de France Archives. Il illustre très clairement les attentes de nos usagers. La majorité des recherches portent sur des personnes. On est à 56,8 pour les recherches nominatives. C'est pour répondre à cette demande que nous travaillons à la mise à disposition de nouveaux inventaires enrichis de relevés nominatifs et d'accès numérisé, dans le respect, bien évidemment, du règlement général pour les données personnelles, RGPD, ce fameux RGPD. Nous espérons que ces publications d'inventaires ouvriront de nouvelles pistes de recherche, notamment, évidemment, sur les parcours individuels liés à l'internement administratif. Voilà, je vous remercie pour votre attention.